Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. On dit de lui qu'il est le nouveau grand ténor que le monde de l'opéra attendait. Pourtant, fin 2017, quand Benjamin Bernam monte pour la première fois de sa carrière sur la scène de l'Opéra Bastille, le public parisien le connaît encore à peine. La rencontre va être mouvementée. À l'affiche, La Bohème de Giacomo Puccini, un grand mélodrame incontournable du répertoire italien. Benjamin Bernam et Rodolfo, jeune poète idéaliste qui vit dans le Paris des années 1830, à une époque où les artistes refont le monde dans les cafés et rêvent de gloire dans des mansardes miteuses. Sauf que pour cette nouvelle production, le metteur en scène allemand Klaus Guth semble déterminé à bousculer l'Opéra Bastille. La première fois que j'ai entendu parler de la production de Klaus Guth, une de mes collègues me dit « Oulala, j'ai entendu dire que c'est Bohème sur Mars ». C'est donc dans un décor inattendu et face à des spectateurs parfois médusés et très agités que le jeune ténor part à la conquête du public parisien. Dans la première partie de ce podcast, Benjamin Bernam évoque ses rapports quelquefois compliqués avec le monde de l'opéra et avec sa propre voix, qu'il dit avoir mis du temps à accepter. Il sera ensuite question de vaisseau spatial, de rideaux qui mangent la voix, du bonheur de sentir un public vivant, de la façon dont certains rôles vous font grandir et dont certains metteurs en scène donnent un souffle nouveau à l'opéra. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast de Culte Média réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris. J'ai commencé le chant sans vraiment penser à faire autre chose, même si j'ai eu beaucoup de peine à m'adapter à ce monde. C'est un monde très particulier. C'est un monde où on se met à nu quand on fait une audition. Vous imaginez, moi je vais auditionner à l'opéra. On ne me connaît pas, donc je vais auditionner, je mets mon beau costume, et puis je vais chanter un air. Si je chante bien, on va peut-être me demander de chanter un deuxième air d'opéra. Et puis, en général, on n'a pas de nouvelles. Donc, c'est très difficile de se mettre à nu. C'est vraiment un striptease qu'on fait devant, un striptease émotionnel et vocal qu'on fait devant des gens qu'on ne connaît pas. Et il faut être très bon en audition, il faut apprendre à l'être. Et c'est un monde de rejet. Donc, ce rejet-là, il est difficile. Hein. C'est pour ça que quand on parle du chant, c'est pas seulement une vocation. C'est pas nous qui décidons d'être chanteurs d'opéra. C'est le monde de l'opéra qui nous prend et c'est là le rejet. Il faut accepter que ça fait partie du jeu en fait. Et ça, c'est très difficile. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à vraiment me mettre à fond dans le chant en me disant je vais vraiment me donner toutes mes chances parce que j'avais toujours un pied en dehors. Je faisais d'autres trucs à côté. Je bossais pour mon grand-père, je bossais pour ma famille. Mais parce que j'avais un tout petit peu peur de vraiment complètement risquer le rejet total. Donc, ça a mis du temps pour moi. Ma voix, c'est une voix de ténor. Une voix de ténor, c'est la voix la plus aiguë dans la nature. Sur le plan physiologique, c'est la voix la plus élevée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est des voix comme Pavarotti était un ténor, Bocelli est un ténor. Donc, c'est la voix du haut. C'est une voix qui n'est pas naturelle. C'est une voix qu'il faut construire parce que dans la nature, la voix humaine s'arrête au milieu de la voix du ténor. Tout ce qui est au-dessus, tous les aigus, c'est une voix qui n'existe pas dans la nature. Donc, on doit travailler, on doit fabriquer des sons avec de la force, avec de la puissance, avec aussi beaucoup de relâchement. J'ai une couleur assez claire, assez claironnante. J'ai pas vraiment une couleur sombre ou une couleur large, mais j'ai vraiment une voix qui transperce en général et qui traverse l'orchestre. Ça, c'est une chance parce que je dois pas donner beaucoup de voix pour traverser un orchestre, pour atteindre le public. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter ma voix. J'ai jamais, d'ailleurs, je suis toujours pas en pamoison devant ma voix. Hein. Je suis pas amoureux de ma voix du tout, mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter que ma voix, c'était un ou une partenaire de travail et que, voilà, on travaille ensemble. Rodolfo dans La Bohème, c'est le rôle que je chante, c'est un rôle que j'adore chanter et que j'espère chanter encore assez longtemps dans ma carrière parce que il y a une jeunesse extraordinaire dans ce rôle. C'est un jeune qui a absolument
On sait pas du tout, il se dit poète, mais on sait pas du tout si c'est un bon poète. Il a la tchatche, il est insupportable avec les gens, avec tous ses amis. C'est un groupe de jeunes insupportables, un peu qui se foutent de la gueule de tout le monde. Donc c'est un rôle vraiment jeune, frais. J'aime beaucoup ce rôle. Donc c'est un rôle que j'espère chanter encore assez longtemps. Et j'ai beaucoup appris à chanter avec ce rôle aussi, parce que j'ai commencé à le travailler assez tôt. C'est un rôle qui demande énormément de patience pour moi, mais qui demande une grande maîtrise du souffle, de la voix. Et donc, voilà, quand j'ai commencé à le chanter à Zurich il y a 4 ans et demi, j'ai commencé aussi à apprendre énormément sur ma voix et sur mon chant en chantant ce rôle. La première fois que j'ai entendu parler de la production de Klaus Guth, c'était... Alors moi, j'avais déjà signé le contrat. Il faut savoir, dans le monde de l'opéra, nous, on signe des contrats 2, 3, voire 4 ans à l'avance. Et j'avais signé ce contrat en me disant, je m'en fous si c'est traditionnel, si c'est moderne, c'est la bohème à l'Opéra de Paris. C'est le plus important. Et donc, j'ai signé ce contrat. On n'en a pas du tout parlé. Et puis, 1 an avant la production, je parle avec une de mes collègues à qui on avait proposé un rôle dedans, qui me dit oulala, j'ai entendu dire que c'est Bohème sur Mars. Je dis mais sur Mars, la planète Mars? Bah oui. Je dis mais c'est invraisemblable. Je commence à tirer des flèches dans tous les côtés, mon agent, tout le monde. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne nous dit rien, mais absolument rien, jusqu'à ce qu'on arrive à la présentation du concept avec Klaus Guth. Et là, il nous explique que on est dans un vaisseau spatial à la dérive et que les 4 jeunes sont des spationautes, astronautes, cosmonautes, selon le pays choisi, et que nous avons vécu sur Terre il y a longtemps et que ce sont tout ce qu'on vit, tout ce qu'on raconte de la bohème, ce sont les souvenirs de notre vie sur Terre. Et donc, on s'imagine que c'est post-apocalyptique, qu'il n'y a plus de Terre, la Terre a explosé. Enfin bref, que tout ce qu'on raconte, ce sont des souvenirs. Donc ça a été notre présentation. On avait les yeux en même temps écarquillés en se disant mais comment est-ce qu'on va raconter ça? Et surtout sachant que l'Opéra de la Bastille, le bâtiment est à quelques centaines de mètres du quartier latin, ça va faire broncher. Mais en même temps, on s'est dit, il faut pas oublier une chose, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas l'important. Le plus important, c'est que quel que soit le concept, une fois que le public est en place et que l'orchestre s'est accordé, que le chef entre dans la fosse, il faut raconter une histoire, quelle qu'elle soit, et être le plus convaincant possible. Donc en fait, on s'est tous mis dedans à fond. Et ça a été assez fou parce que oui, ce n'est pas du tout une bohème traditionnelle. Et voilà, on a vécu ça. Donc les 2 premiers actes se passent dans ce vaisseau spatial, et puis les actes 3 et 4, les 3e et 4e tableaux, c'est quand le vaisseau spatial s'est écrasé sur une lune. C'est pas la lune, c'est une lune. Et 2 des astronautes sont morts. Il n'en reste plus que 2. Que sont Marcello et Rodolfo, dont moi. Et je crois que le but, c'était de voir qu'on avait le mal de l'espace, qu'on avait des visions, et que moi, Rodolfo, j'avais des visions de ma copine ou compagne quand j'étais sur scène, qui est Mimi, donc qui porte cette robe rouge. Donc c'est très étrange parce que je suis avec en même temps un costume de cosmonaute avec un casque, mais en même temps, il y a cette jeune femme avec une robe rouge qui traverse ce décor lunaire pieds nus. En même temps, c'était complètement fou, mais en même temps, c'était très, très poétique, parce qu'on n'était pas du tout dans raconter l'histoire comme c'est écrit. On était vraiment, on a dû faire appel à notre capacité, nous, artistes sur scène, à raconter une histoire, même si c'est absolument pas vraisemblable. Et ça a été une expérience assez extraordinaire. La difficulté technique pour nous, c'est que les 2 premiers tableaux avant la pause étaient donc dans ce vaisseau spatial.
Et c'était génial parce que dans ce vaisseau spatial, il y avait une acoustique extraordinaire qui projetait le son dans la salle. Donc on n'avait pas du tout à donner beaucoup de voix. On était vraiment comme dans une coque qui nous protégeait, et puis tout ce qu'on chantait allait dans la salle. Ça, c'était génial. La difficulté, c'était l'acte 3 et 4 où le vaisseau spatial s'est abîmé, s'est écrasé sur une lune. Et là, effectivement, on avait l'espace de toute la scène de Bastille ouvert, avec des grands rideaux noirs au fond, et les rideaux avec le tissu, ça mange la voix, ça bouffe la voix, donc c'est très très difficile. Donc on n'avait pas de support pour projeter la voix dans la salle, et donc les actes 3 et 4, techniquement pour nous, vocalement, étaient beaucoup plus difficiles que les deux premiers, parce qu'on devait vraiment faire attention à ne pas perdre notre voix. Les difficultés techniques, et c'était les changements de costume. Alors moi j'en avais 2, donc au deuxième acte je devais changer de costume très rapidement, et à l'acte 4 je devais passer cette fois de costume normal, c'est-à-dire costume noir avec une chemise, et je crois que c'était un changement de 17 secondes ou 18 secondes où il y avait 4 habilleuses qui étaient derrière avec moi. Une me mettait un bras dans une manche, l'autre bras dans l'autre, et en 17 secondes, j'étais en cosmonaute. 17 secondes, c'était le moment où je devais chanter. C'était pas entrer sur scène et avoir le temps de préparer tout ça. Non. Au bout de 17 secondes, c'est à moi de chanter. Donc c'était un challenge incroyable, techniquement pour tout le monde, pas seulement pour les chanteurs, mais aussi pour la technique, parce que il fallait pas qu'on nous voie, il fallait que je sorte vite, il fallait qu'il y ait aucun chanteur qui soit dans mon chemin. C'était vraiment une aventure assez extraordinaire. Klaus nous l'a expliqué depuis le début. Lui, c'était Puccini. Il avait jamais fait de sa vie, il avait jamais fait de la bohème. C'est pas du tout sa musique. Il fait des opéras de Handel, il fait des opéras de Strauss, de Wagner. Il est dans une lecture et une relecture bien à lui, mais plutôt dans le répertoire allemand. Là, pour lui, la bohème, c'était quelque chose de complètement nouveau, mais c'était ça le challenge, tant pour lui que pour nous. Donc, on a essayé tous de s'aider les uns les autres pour vraiment on comprenne où il voulait en venir. Et à la fin, ce qu'on a donné au public, il y a eu des huées absolument invraisemblables. Les gens s'engueulaient dans la salle, c'était incroyable. Au début du troisième acte, d'entendre les gens dans la salle s'engueuler entre eux, disant c'est pas la bohème, c'est nul, c'est un scandale, taisez-vous, laissez parler les artistes. Enfin, c'est extraordinaire de voir à quel point c'était vivant. Et en fait, moi, j'ai adoré cette sensation, parce que c'était un peu la première fois que je voyais, pas vraiment la première fois, j'ai entendu des publics hués, c'était la première fois que je voyais des gens vivants dans la salle, des gens vraiment qui n'étaient pas d'accord, qui étaient réfractaires à tout ça, qui disaient mais c'est incroyable, c'est inacceptable. Moi, je me suis fait engueuler dans la rue à Paris, parce qu'il y a des gens qui m'ont reconnu, disant mais comment est-ce que vous avez osé faire partie d'une production comme ça, c'est scandaleux, vous auriez dû partir. Les répercussions de cette production ont été invraisemblables parce que, évidemment, tout le monde en a parlé. C'était, pour beaucoup de jeunes, c'était, vous aimez l'opéra? Non. Vous aimez Star Wars? Oui. Bon, allez à l'Opéra de Bastille, c'est un mélange. Et en fait, même si ça n'a rien à voir avec Star Wars, c'était l'occasion pour beaucoup de gens qui n'ont jamais été à l'opéra de découvrir la musique avec quelque chose, visuellement qui n'était pas vieux, qui n'était pas vieillot, qui n'était pas poussiéreux, mais vraiment quelque chose de complètement nouveau. J'ai eu la chance et j'ai eu le plaisir de voir que ma prestation a été saluée par la critique. Donc ça, c'est très très important c'était un pari pour moi de faire la bohème à l'Opéra de Paris, même si j'avais déjà fait la bohème. C'est quand même une autre arène qu'une maison un peu plus petite comme Zurich et comme Dresde. Mais là, ça a été, pour moi, j'ai été rassuré de voir que ma prestation et mes représentations avaient été vraiment saluées. Mais aussi, ça m'a permis vraiment de me dire, bon, maintenant je peux aussi, j'ai vu que j'étais capable de m'élever au niveau de ce que demande l'Opéra de Paris pour faire du grand répertoire, parce que c'est du grand répertoire qui est chanté par les grands chanteurs. Donc pour moi, ça a été important. Et il faut pas oublier une chose, c'est que tant la direction de l'Opéra de Paris que Klaus Guth savait très très bien que la presse n'allait pas aimer cette production. Mais en même temps, ça a permis d'ouvrir, je pense, ça a permis d'ouvrir les yeux à
à beaucoup de gens qui venaient déjà à l'opéra ou qui venaient pour la première fois à l'opéra. Donc pour moi, ça a été doublement positif parce que c'était une expérience en plus, mais surtout c'était un peu mes débuts sur une très très grande scène dans un grand rôle. J'ai pu vraiment avancer et faire ce projet avec philosophie. Ne pas savoir exactement où je vais, ça fait partie d'être artiste. Et je pense que si on va que dans la facilité, si je suis que dans la facilité et les reprises d'opéra traditionnels, c'est très beau. Moi, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire la Traviata à la Scala de Milan, la Traviata à Covent Garden, la Bohème à Vienne, qui est la vieille Bohème de Zeffirelli, qui est magnifique. J'ai adoré le faire. Mais le challenge de ce que nous a demandé de faire l'Opéra de Paris et Klaus Guth, c'est un challenge qui m'a grandi en tant qu'artiste. Donc ça, je suis vraiment ravi de l'avoir fait. La chance avec des productions comme ça, des productions modernes qui revisitent un peu les opéras déjà faits, il y a une liberté parce qu'on n'est pas du tout cloîtré et emprisonné dans on va dire l'exécution fidèle de l'opéra et de l'histoire. C'est très important de savoir le faire. Mais ce qui est aussi très important, c'est que dans le monde de l'opéra aujourd'hui, on chante un répertoire qui a entre 80 et 250 ans. Donc on chante un répertoire qui est vieux, qui a été écrit, composé, exécuté des milliers et des milliers de fois. Il n'y a pas de renouvellement dans le répertoire du chant. Au bout d'un moment, les gens vont dire, bon, oui, Traviata c'est magnifique, oui, la Bohème c'est magnifique, mais on aimerait des thèmes nouveaux. Donc pour l'instant, on peut amener des mises en scène nouvelles, mais les thèmes et les opéras ont déjà été composés. Donc on est toujours dans la relecture d'eux. Donc la chance qu'on a avec des visions nouvelles, avec ces mises en scène-là, c'est que finalement, on peut vraiment essayer d'être des acteurs et pas seulement des exécutants d'une pièce qui a déjà été chantée, enregistrée, filmée des centaines de fois. Là, avec des mises en scène comme ça, ça nous donne la chance, nous, de vraiment faire appel à nos vraies qualités. Si on en a, évidemment, il faut les développer, il faut les travailler, d'acteurs sur scène, pas seulement de Rodolfo au 19e siècle dans une mansarde, mais de montrer quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est une chance. Au début, c'est pas une chance parce qu'on se dit « oulala, comment est-ce que je vais faire ça ?» Et après, quand on va chercher dans nos capacités, si on les a, dans nos capacités à être des acteurs sur scène, là, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup. Et c'est là qu'on se rapproche des artistes qui font du théâtre qui est écrit maintenant, ou des acteurs de cinéma ou de série, parce que là, c'est quelque chose qui est écrit maintenant et c'est complètement nouveau. C'est pas quelque chose qui existe depuis des centaines d'années. Donc ça, c'est la chance. Je pense, faut pas que ça aille trop loin. Je pense dans trop loin, c'est-à-dire la nudité, la pornographie, des thèmes qui sont souvent, je pense, trop durs, mais qui sont souvent amenés sur scène. Je pense là, c'est quelque chose que je n'aime pas et que je n'apprécie pas. Mais là, dans cette bohème, on n'a rien fait de grave. Est-ce que je peux vous dire un truc que j'ai complètement oublié, mais je voulais absolument vous raconter. C'est une histoire extraordinaire par rapport à la bohème. C'était il y a 3 ans à la Bohème, à l'Opéra de Paris. Nous, artistes, on s'est démenés pour trouver une dizaine de tickets pour l'Agence spatiale européenne. Et il y a 10 personnes qui sont venues je crois que c'était l'avant-dernière représentation. Et on a eu l'énorme honneur d'avoir Jean-François Clairvoy, qui est médaillé de la NASA. Et donc, il est venu à l'opéra pour la première fois de sa vie, voir la Bohème. Et il a dit, écoutez, j'ai adoré voir ce que j'ai vu, mais surtout, j'aimerais vous parler des costumes. Et là, par chance, il y avait la chef des costumières qui était là, et je l'ai fait venir. Et il a dit, écoutez-moi, à l'Agence spatiale européenne, on voit plein de films de Hollywood, plein de films, des films français, des films américains qui se passent dans l'espace. Et jamais je n'ai vu de costume aussi bien fait et aussi fidèle à la réalité de ce que nous, on vit en tant qu'astronautes. Et là, notre ami des costumes a explosé en sanglots parce que c'était le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, et surtout parce que c'est ses petites mains de l'Opéra de Paris qui faisaient les costumes depuis 6 mois. 6 mois, ils travaillaient sur les costumes. Vous savez, c'est les premiers oubliés. C'est les premiers à travailler, mais c'est les premiers qu'on oublie. Et là, elle avait reçu le plus beau compliment qu'on puisse lui faire parce que c'était un astronaute qui avait été dans la Station spatiale internationale. Et ça, c'était une histoire vraiment que je garderai toute ma vie parce que c'était incroyable de faire cette production dans un vaisseau spatial et d'avoir Jean-François Clairvoy qui vient nous voir.
pour nous, ça a été un peu un couronnement. Un grand merci à Benjamin Bernheim qui, en plein confinement, a accepté de partager ses souvenirs de jeune ténor. Merci également aux équipes de l'Opéra de Paris, notre partenaire sur cette première saison de Works, qui m'ont aidé à organiser cette rencontre. Cet épisode a été réalisé par Catel, qui signe également la création musicale et l'habillage sonore. Works est un podcast de Cult Média.